Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un thème d'actualité parce qu'on va parler d'engagement et de qualité de vie au travail. Alors autant vous dire que depuis le fameux retour au bureau et le modèle hybride qui se met en place dans les entreprises depuis septembre, on entend beaucoup parler d'engagement sans forcément savoir exactement de quoi il en est. Donc j'ai autour de moi trois experts avec des regards très différents. Alors honneur aux dames, je vais commencer par Emmanuel Nave. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes DRH de Mutuette, qui est une filiale de Groupama, et vous êtes aussi la co-auteure d'un livre que je vous recommande vivement, qui s'arrête J'arrête de râler au boulot, avec Christine Lévicki, et qui était sorti aux éditions Erol et qui reste toujours d'actualité dans le monde du travail aussi aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour Julie Moutier. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes du coup senior manager chez Murano Conseil et vous êtes notamment en charge de la practice organisation et management. Donc, on aura l'occasion avec vous d'avoir un regard plutôt de consultante qui, du coup, sera très complémentaire du regard d'Emmanuel de DRH. Et enfin, bonjour Clément Poirier. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes chercheur en psychologie pour Moodwork et Moodwork a lancé il n'y a pas longtemps un livre blanc dédié à l'engagement et à la qualité du vie au travail. Donc Nathan qui nous accompagne aujourd'hui dans le chat vous partagera tous les liens pour que vous puissiez du coup découvrir aussi cette étude qui vous permettra de prolonger un petit peu les échanges qu'on va avoir. Alors je vais commencer avec vous Clément. Quand on parle d'engagement, de quoi on parle exactement? Parce que c'est un peu un mot à la mode, comme la bienveillance, comme le sens au travail, et des fois, on a un peu de mal à savoir exactement qu'est-ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots l'engagement? Alors, c'est compliqué de le définir en quelques mots parce qu'en fait, on se rend compte, si on prend un peu côté recherche, pour le coup, tous les chercheurs dans le domaine de la psycho, la psychologie sociale, du travail, etc., on voit que beaucoup de gens utilisent le terme d'engagement pour définir des choses diverses et variées. Mais si on veut faire un peu une définition un peu générale, un peu globale dans le travail et aussi en dehors du travail, l'engagement, finalement, c'est le lien en fait, qu'on éprouve entre soi et un objet. Alors, le travail quand on est dans le contexte du travail, mais ça peut être avec autre chose. Dans le domaine quotidien, c'est souvent entre soi et une action ou soi et une autre personne. Par exemple, quand on pense au mariage ou ce genre de choses, c'est l'engagement, c'est le lien entre soi et autrui. Mais alors, si on veut reprendre les auteurs, du coup, dans le domaine du travail plus spécifiquement, on voit qu'il y a deux courants, enfin, pas vraiment deux courants, mais deux choses qui sont liées à l'engagement, qui utilisent le terme, après, il y a des soucis de traduction en français, on va traduire par engagement dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est un peu différent. D'un côté, on a une sorte d'engagement organisationnel, donc c'est sa relation avec son entreprise, de manière générale, ce lien qu'on a avec son entreprise, qui sont issus des travaux de Meyer et Alan. Euh, des années 80. Alors, les dates, je ne les ai plus en tête exactement parce qu'ils en ont fait beaucoup. Mais c'est l'idée de, finalement, pourquoi je vais travailler? Qu'est-ce qui me pousse à aller travailler? Donc, est-ce que c'est parce que j'aime mon travail? Donc, ça, c'est le côté affectif, le lien, une sorte d'attachement avec son travail, avec son métier, avec ses collègues, tout ça, son organisation aussi, tout simplement. Ça peut être aussi parce que on va travailler parce que c'est normal. Donc, tout le monde va travailler, c'est une norme. Donc, du coup, ça, c'est plus lié à la normativité, aux règles sociales normales qui ont lieu dans la société, mais aussi dans son entreprise. Ça peut être aussi des règles dans l'entreprise. Et enfin, on a aussi une sorte d'implication, d'engagement qui va être plus calculé, qui va être plus le rapport coût-bénéfice. Je vais travailler pour avoir un salaire. Et si je ne vais pas faire ce travail-là, je risque de perdre mon emploi et c'est mieux d'avoir cet emploi-là qu'être au chômage. Surtout, ça se passe quand on n'a pas réellement d'alternative à son emploi, c'est-à-dire qu'on va parfois même travailler dans des mauvaises conditions parce qu'on sait, on a peur en tout cas, de perdre cet emploi et qu'on n'est pas sûr de retrouver un emploi derrière. Donc ça, c'est une partie des théories, donc c'est le lien-là avec son organisation, son métier, son équipe de travail. Mais aussi, on a toute une partie qui s'est construite dans le domaine de l'étude du mal-être au travail, un peu en opposition dans la partie burn-out. On parle souvent du burn-out, mais ces mêmes auteurs, en tout cas, c'est même courant de pensée, donc Schofeli et Baker, qui ont évoqué que, en opposition au burn-out, on a l'engagement au travail qui, lui, va conduire plutôt au bien-être au travail. Et ça, l'engagement au travail, dans ce sens-là, c'est toute l'énergie qu'on va mettre, toute la dévotion qu'on va mettre, toute l'absorption qu'on va éprouver envers son travail, là, du coup, plutôt de manière factuelle, c'est plutôt quotidien, cette relation-là avec son travail, avec ses tâches. Donc, on voit que c'est un peu différent, mais ça se rejoint aussi. On peut évoquer, si on fait un parallèle entre les deux, que l'engagement, l'implication organisationnelle, affective, donc ce lien d'attachement, ça va envoyer à
l'engagement au travail, donc l'énergie, le dévouement et l'absorption qu'on y met, hein. Et ça va être plutôt positif, alors que l'engagement plutôt calculé, donc c'est-à-dire la peur de perdre son emploi ou juste pour aller avoir un gros salaire, ce genre de choses, ça va plutôt être lié à des risques de burn-out, à soit des phénomènes de lassitude ou de démotivation même en règle générale. Donc on voit que même si tous parlent d'ailleurs d'engagement, mais on voit qu'il y a quand même quelques nuances. Mais ce qu'il faut important à retenir, c'est vraiment ce lien, finalement, ce pourquoi on va travailler, pourquoi on fait ces actions et qu'est-ce qui nous relie à ces actions, son équipe, etc. Ouais. Voilà globalement. Super. Justement, Emmanuel, Clément parlait d'énergie, du lien avec les autres pour définir l'engagement. En quoi la qualité de vie au travail peut justement booster l'engagement et y contribuer? Qu'est-ce que vous faites en la matière chez Mutuette qui pourrait du coup illustrer un petit peu concrètement le lien entre qualité de vie au travail et engagement? Oui, moi je pense que ce qu'on essaie de faire, en tout cas à Mutued, notre politique de qualité de vie au travail qui est déployée maintenant depuis 5 ans, elle vise, avant de viser la performance, elle vise effectivement de donner envie de venir travailler et aussi de trouver du plaisir dans sa réalisation professionnelle pour chacun. Et je pense que ça rejoint complètement ce que disait Clément sur cette question du lien à son travail. Dans notre politique QVT, nous, on a adressé 4 sujets. Alors, la qualité de vie au travail, on peut la cartographier de multiples manières, avec différents points d'entrée. Moi, je trouve qu'il y a 4 sujets ou 4 enjeux. Le premier, ça va être celui autour de la santé, du bien-être, de l'environnement physique, de la conciliation des temps. En synthèse, se sentir en sécurité et en santé sur son lieu de travail et dans l'exercice de son travail. Voilà. À Mutuette, par exemple, on a la chance d'avoir ouvert une salle de sport dans nos locaux, accessible aux collaborateurs. On a aussi mis en place la micro-sieste et on fait aussi des actions de prévention des TMS, particulièrement pendant le télétravail, notamment avec le programme Yogiste, qui sont toutes les postures au poste de travail. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu pour moi de la qualité de vie au travail, c'est celui de l'employabilité, celui du parcours, des compétences, de la formation, finalement pouvoir grandir dans son activité professionnelle. À Mutued, on a déjà une culture de la promotion interne qui est importante. On a des collaborateurs qui sont chez nous depuis très longtemps et qui ont suivi vraiment un parcours dans différents métiers avec différents types de responsabilités. Et puis, depuis maintenant 2 ans, on a développé le programme Acteur, qui s'adresse à nos métiers cœur de métier, donc chargés d'assistance, et qui vise à reconnaître l'expertise dans leur métier en valorisant les différents niveaux d'expertise, junior, confirmé, senior, voilà, pour montrer la progression qu'ils peuvent avoir dans la maîtrise de leurs compétences sur leur métier. Le troisième sujet, troisième enjeu, je pense que, on peut y mettre tout ce qui est contenu du travail, sens du travail, tu en parlais tout à l'heure, mais également la charge de travail et la productivité, l'autonomie et la latitude. Et finalement, au cœur de tout ça, ce qui me semble important, c'est la possibilité qui est donnée à chacun de pouvoir réfléchir à son travail. Voilà, être acteur en fait de l'amélioration de son travail au quotidien. Ça rejoint tous les travaux, notamment d'Yves Clos, sur ces sujets-là. Et à Mutuette, depuis plusieurs années, on a développé la culture du participatif, et c'est très concret. C'est quand on a un sujet d'amélioration d'un outil, d'un process, d'organisation, c'est d'impliquer dans des ateliers de construction les acteurs qui sont les salariés qui vont être concernés par ce changement, les impliquer dès le début. Et ça, on voit vraiment que c'est un facteur de motivation très important. Et puis le quatrième levier dans notre politique de qualité de vie au travail et qui me tient à cœur, c'est celui de la qualité des relations au travail. Les relations, bien sûr, de manager à manager, les relations entre pairs, voilà, de prendre soin, en fait, de nos échanges. Et aussi, il y a une culture de la convivialité qui est très forte à Mutued. Et c'est d'accepter de perdre du temps dans cette convivialité et ne pas le voir comme un temps perdu, mais comme un temps nécessaire pour développer ces relations. Et dans notre, depuis plusieurs années, ce qu'on a aussi développé à Mutued dans cet axe-là, c'est la culture de la confrontation bienveillante, c'est-à-dire de pouvoir se dire les choses, faire circuler une parole saine, mais toujours avec un objectif commun, qui est l'objectif de bien faire fonctionner l'entreprise. Ces 4 axes, pour moi, ils donnent envie de venir travailler. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Et notre objectif, c'est que chacun trouve du plaisir dans sa réalisation professionnelle. Et on a des résultats qui sont très positifs après 5 ans de cette politique-là, puisque dans notre dernier baromètre d'opinion, on a un taux d'engagement de nos collaborateurs qui est de 81%,
un taux d'engagement de nos managers qui est de 93% et une satisfaction sur les conditions de travail et le contenu du travail qui atteint 85%. Et en cela, on s'inscrit d'ailleurs dans les excellents chiffres qui sont partagés par toutes les entités du groupe Groupama. Très bien, c'est intéressant d'avoir justement cette mesure-là pour se rendre compte de l'effet concret de ces actions. Absolument. On parlait de la qualité des relations. Julie, il y a un rôle qui est très important au quotidien pour à la fois susciter l'engagement et prendre soin de ses relations au travail, c'est le manager. Quel rôle, quel conseil on peut donner pour que le manager ait un rôle central pour favoriser l'engagement et la qualité de vie au travail au quotidien? Les managers aujourd'hui, après ces 18 mois un petit peu compliqués, le sujet de la rentrée, c'est comment je gère mon équipe, comment j'arrive à l'engager au travers de personnes qui sont en télétravail, d'autres qui reviennent au bureau. C'est un peu le sujet de la rentrée, ce fameux mode hybride qui conjugue un mode mixte entre du présentiel, du distanciel, mais aussi du synchrone et de l'asynchrone, parce qu'on a appris à travailler sans être tous au milieu d'une salle de réunion. Donc, c'est effectivement le grand sujet de la rentrée et parmi nos clients DRH, c'est une des préoccupations. Donc, en bon consultant, on a mis une méthode en place chez Murano Conseil autour de 4 leviers, parce que qui dit mode hybride dit stress pour les managers. En effet, ça a été compliqué et tout le monde est surengagé dans un sens surmenage, hyperconnectivité que Clément a pu dire tout à l'heure. Et en effet, aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille pour les managers, c'est de travailler autour de 4 clés d'entrée qui permettent effectivement de structurer un peu ce nouveau mode de communication et d'engager, enfin de se réengager soi-même et d'engager ses collaborateurs, parce que ça va être des conditions de succès importantes. Donc, on les appelait les 4 C. Ça commence par le cadre, la collaboration, la confiance et la cohésion. Donc, le cadre, en fait, c'est ce qui permet d'écrire les règles. Donc là, on parle du mode hybride, du télétravail, comment ça fonctionne. Donc, donner du cadre, ça veut dire donner une vision, ça veut dire en tant que manager rassurer, ça veut dire aussi remettre du sens dans un certain nombre de choses qui ont peut-être été un petit peu délitées ces derniers temps. Et puis, ça permet aussi derrière, une fois qu'on a fixé ça, de donner de la liberté au sein de ce cadre. Et finalement, alors j'avais échangé la semaine dernière avec une DRH dans l'énergie qui me disait la motivation première des gens, ça passe par la liberté de pouvoir s'organiser. Et effectivement, aujourd'hui, avec ces nouveaux modes d'organisation du travail, je trouve ça très vrai. C'est très vrai. Alors personnellement, moi, je le vis au quotidien, mais en effet, c'est un des facteurs d'engagement hyper clair. Donc, freedom within the frame, comme disent les Anglais. Je vais faire mes anglicismes à la Julie Moutier, excusez-moi. Pour moi, voilà, le cadre, c'est hyper important. Ensuite, bon, ça, c'est quelque chose sur le deuxième C, c'est la collaboration. Donc, les outils, les moyens qui permettent de s'engager, mais physiquement, concrètement, avec les bons outils. Donc tout le monde a pu se mettre un petit peu à jour des outils, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été développées, donc on est un petit peu perdu. À quoi sert un fil de conversation en chat? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va faire passer par un email? Aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est pas très structuré. On a essayé plein de choses. Il y a plein d'outils que les entreprises mettent à disposition des managers et des collaborateurs, et on se retrouve un petit peu perdu. Donc ça fait partie de ce qu'on va aller un peu rechercher. Et puis, on parlait tout à l'heure avec Clément du sens. Moi, j'ai bien aimé la notion de flow. S'engager, c'est être dans un flow positif. Donc, pour ça, avant tout, faut aussi travailler la confiance. Surtout être un manager qui fait confiance, un manager qui lâche prise, qui responsabilise et qui redonne un peu le pouvoir et de la liberté à ses collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est effectivement très important. Donc, ça demande en tant que manager de se remettre sur une posture un petit peu différente, un petit peu moins descendante, un petit peu plus ouverte, au feedback et à la participation. Donc, ça dépend des gens, mais il y a quand même un petit peu de travail à ce niveau-là. Et puis, notre dernier C, c'est la cohésion. Alors, la proximité, le lien, la fierté d'appartenance, parce que on est engagé que si on a l'impression de faire partie d'un tout, d'une équipe, d'une entreprise. Et c'est vrai qu'avec ces liens un petit peu distendus,
Il y a beaucoup de gens, alors je ne sais pas si c'est votre cas, Emmanuel, mais qui ont du mal à faire revenir les collaborateurs au bureau. C'est effectivement compliqué de faire revenir les gens. Donc, recréer des moments de team building en présentiel, comme on aime à dire, c'est effectivement un certain nombre de choses qui peuvent aider un engagement à tout niveau. Donc, voilà un petit peu notre vision à nous de la chose. C'est intéressant. Et j'ajouterais un autre C pour continuer dans la lignée des 4 C, c'est le courage managérial et c'est la thématique qu'a choisie Mutued justement cette année envers les managers. Donc, quelles actions chez Mutued vous avez mis en place pour aider les managers et les soutenir aussi pendant cette période? Alors, nos actions, elles s'inscrivent dans la politique de la culture managériale qu'on a déterminée il y a 5 ans. C'est important de le dire parce que ces actions-là, comme tout à l'heure on parlait des actions QVT, ça ne peut que s'inscrire dans la durée. On ne peut pas en 3 mois faire quelque chose. Il faut avoir une vision et ensuite patiemment la mettre en œuvre et c'est ensuite qu'on récolte les fruits. Donc, il y a 5 ans, effectivement, on avait défini un programme d'accompagnement et une vision de cette culture managériale. Et je suis contente parce que ça rejoint complètement ce qu'a dit Julie. Donc déjà, c'était autour de 3 valeurs qui étaient le sens, la bienveillance et la confiance. Et ça s'est concrétisé autour de 3 axes d'action. Le premier, c'est de mettre en place un socle de rituels managériaux partagés et déployés par tous. Donc, c'est le cadre dont parlait Julie. Le deuxième axe, c'est dans ce cadre-là des rituels, c'est une certaine liberté d'exercice du management selon ma personnalité en tant que manager, selon aussi mes inspirations, la possibilité de tester une innovation managériale dont j'aurai connaissance, mais avec son corollaire qui est celui du partage de mes expérimentations. Voilà, j'ai testé un truc, je le partage avec la communauté managériale et on capitalise ainsi sur les bonnes pratiques qui peuvent être différentes d'un service à un autre à partir du moment où ça s'inscrit dans les 3 valeurs sens, bienveillance, confiance et dans le respect du cadre des rituels managériaux. Et notre troisième axe, c'est celui bien sûr d'offrir à la communauté managériale, donc là tu parlais de cohésion Julie et de collaboration, donc de leur offrir un environnement de soutien et de développement avec bien sûr un plan de formation, avec, mais plus que ça, aussi le co-développement, des rencontres d'inspiration, etc. Avec ces 2 idées qui sont qu'on ne naît pas manager, ça s'apprend, voilà. Et surtout qu'on n'a jamais fini d'apprendre à être manager. On est sans cesse en chemin et tous, on peut continuer de progresser sur notre management. Ça nécessite d'apprendre en tant que manager à lâcher le contrôle en fait et d'aller plus vers le rôle de soutien et de développement du manager envers ses équipes. Et ça a été particulièrement prégnant ces 2 dernières années. Voilà, et particulièrement sur la crise dont on parlait, les confinements, tout ce qu'on a mis en place les années précédentes, ça nous a vraiment servi. Des rituels managériaux qu'on avait définis avant, ça a été notre point d'ancrage en fait pendant le confinement, c'était on revient au basique. Et les rituels ont été très très précieux pour être dans un soutien managérial de qualité pendant cette période-là. Voilà, tu l'as dit, on a travaillé sur le courage. L'année d'avant, on avait travaillé sur la confiance. L'année prochaine, on se dit qu'on va probablement travailler sur l'audace, qui est finalement le courage et la confiance additionnés. Et puis, pour partager une petite pratique sur le management qui a été assez innovante et qui va complètement dans cette culture-là pour nous, on a mis en place depuis cette année le feedback inversé. Au cours de l'entretien annuel d'évaluation, d'ouvrir la question qui est inscrite dans nos formulaires d'entretien annuel, ouvrir la question aux collaborateurs, moi, en tant que manager, qu'est-ce que tu souhaites que je modifie dans ma pratique managériale pour mieux t'accompagner, toi, à titre individuel? Donc, on arrive vraiment dans des notions de management individualisées. Avec ces 3 questions qu'on n'a pas inventées, qui existent, qui sont qu'est-ce que tu souhaites que je continue dans ma pratique managériale envers toi, que je modifie et que j'arrête. Voilà, parce que parfois on a des pratiques managériales qui ne correspondent pas à toutes les personnalités. Très bien. Voilà. Ça paraît des questions simples, mais qui au quotidien peuvent tout changer aussi quand on est à l'écoute du coup des collaborateurs. Alors, Emmanuel et Julie ont insisté sur le rôle des managers. Maintenant, alors on va pas trop leur mettre la pression non plus. C'est pas le seul pilier de l'engagement au travail. Clément, quels sont les autres facteurs importants pour booster l'engagement au travail et à l'inverse éviter peut-être le désengagement? Après, déjà, avec les témoignages d'Emmanuel et Julie, on a des bons exemples de pratiques. Et effectivement, si on veut faire un peu, si on dézoome un peu, on sort un peu de la pratique et du factuel, on voit bien qu'il y a en fait, si on reprend la théorie aussi, toujours, c'est un peu mon côté chercheur, en fait, il y a 3 réellement leviers, on va dire, importants génériques.
qui sont liées aux besoins fondamentaux psychologiques qu'on a, hein, c'est une théorie de Deci et Ryan, et qui sont en fait ceux qui sont déjà été présentés là, hein, c'est-à-dire de répondre à un besoin d'autonomie. Alors l'autonomie, quand on en parle, et ce qui a bien été expliqué, c'est finalement, c'est pas le fait d'être tout seul, de faire ce qu'on veut, comme on veut, ça c'est de l'indépendance. L'autonomie, c'est également faire par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on a envie, ce qu'on aime faire aussi, donc c'est aussi l'idée de sens au travail, et donc ça se discute avec le manager notamment. Donc, c'est à l'individu, malgré tout, de savoir aussi de quoi il a besoin, hein. C'est une co-construction. De toute façon, tout l'engagement, en général, c'est une co-construction, hein. L'important, c'est d'être actif, autant du côté managérial que du côté du salarié. Donc, ce besoin d'autonomie, il y a le besoin de compétences, donc se sentir compétent dans ses actions, mais aussi se sentir compétent pour des actions potentiellement futures ou par rapport à ou arrêter des actions dans lesquelles je ne me sens pas compétent, ça c'est aussi une possibilité. Donc cette idée de croissance aussi, hein, ça a été bien expliqué, avec des suivis de carrière, ce genre de choses. Et enfin, et ça c'est à rappeler surtout dans un contexte où il y a eu beaucoup de confinements et autres, et on le voit bien que ça c'était un vrai besoin, c'est tout ce qui est cohésion et affiliation, en fait, ce besoin d'être en relation avec autrui. Ça ne veut pas forcément dire non plus de faire des soirées tous les soirs, d'aller boire des coups avec les copains ou avec les collègues, en tout cas, tous les vendredis, mais c'est d'être en relation, de se sentir dans un groupe, hein. Julie a bien évoqué le fait de pouvoir faire partie d'un collectif, ça c'est vraiment important. Et si on appuie ce triptyque-là, déjà au niveau psychologique, j'entends, hein, parce que bien sûr, il y a aussi les côtés sécurité du salaire, de l'emploi, de la structure qui impactent, mais déjà au niveau engagement psychologique et motivation intrinsèque, comme on dit, les gens vont se sentir bien mieux, effectivement. Mais ça n'empêche pas, par contre, effectivement, de mettre un cadre, parce qu'on voit toujours dans cette théorie-là, que finalement, cette motivation intrinsèque, cet engagement qu'on peut avoir nous-mêmes grâce à cette satisfaction des besoins, elle peut être aussi renforcée dans le milieu du travail par des contextes externes plus stricts, par exemple d'avoir des horaires, d'avoir des objectifs définis par quelqu'un d'autre, pas forcément que par nous. Si on y adhère, ça marchera d'autant mieux, bien sûr, mais c'est important d'avoir ces règles-là, d'avoir un peu aussi le bâton et la carotte, un petit peu, même si ça ne va pas être la règle générale, mais il y a des choses comme ça à mettre en place qui sont génériques. Après, et dans tous les cas, je le répète, c'est l'idée d'une co-construction, et quand on parle de besoins, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et ce qu'Emmanuel évoquait sur du feedback inversé, sur du management plus personnel, ça c'est important, et peut-être encore plus maintenant, où les groupes, où la cohésion c'est un peu distendu dû à l'éloignement physique, mais c'est important de pouvoir se dire que chaque salarié est unique. Alors bien sûr, il y a des choses génériques et ça se retrouve très facilement. Effectivement, on n'est pas si différents les uns des autres, mais quand même, c'est un besoin. Donc, chacun a son besoin, et l'important, c'est de réussir, ou en tout cas essayer d'y répondre à un minimum. Après, bien sûr, il y a des contraintes. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut, et notamment quand on est manager, on manage une équipe, on ne manage pas une personne. Donc ça, c'est important. Et justement, pour les managers, quelque chose d'important, d'une part, c'est l'exemplarité. Alors, on remet un peu de pression. Moi, je remets un peu de pression sur les managers. C'est compliqué, je sais, mais être exemplaire ne veut pas dire être parfait non plus. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, mais tant qu'on les assume, quand on les explique, on revient dessus, voilà. Mais c'est un exemple, hein. Il y a même eu des enquêtes qui montrent que l'engagement des équipes passe à 70% par le manager. C'est énorme. C'est l'exemple du manager qui fait que les équipes sont engagées. Et donc voilà, donc ça c'est important aussi de reprendre le rôle du manager malgré tout qui est important. Au quotidien énormément. J'avais encore 2 questions avant qu'on passe aux questions qui arrivent déjà des participants, donc n'hésitez pas, c'est super chouette de voir déjà vos retours, donc je passerai à vos questions d'ici 5-10 minutes. Je voulais voir avec vous, avec tous les 3, qu'est-ce qui, selon vous, la crise a changé? Parce que là, on a parlé du coup d'engagement, on a commencé à parler un peu de modèle hybride aussi. Qu'est-ce que concrètement la crise a changé ou pas en matière d'engagement? Est-ce que vous avez chacun quelque chose à nous partager? Je ne sais pas si Julie voulait commencer. Alors, moi, j'avais quelques chiffres, parce que ça a changé beaucoup de choses. 73% des collaborateurs français aujourd'hui souhaitent continuer le télétravail. Donc, je parlais de mode hybride, aujourd'hui, c'est la norme. Et à 63%, 2 jours par semaine. C'est intéressant quand on discute. Moi, j'ai la chance de discuter avec plein de clients. Aujourd'hui, il semblerait qu'au-delà de 2 jours de télétravail, par rapport à la cohésion dont on parlait, ça commence à être difficile de se croiser au bureau, de se voir, d'avoir un instant un petit peu informel. Donc, test and learn, hein, faut essayer, mais 2 jours, 3 jours, ça commence à basculer. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des tendances qui commencent à se détacher.
Et puis aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui ont tendance à revenir au 100% présentiel parce que c'est un mode managérial particulier. Il faut savoir que 57% des moins de 35 ans quitteraient l'entreprise si effectivement on les obligeait à revenir au 100% présentiel. Donc de toute façon, aujourd'hui, les salariés, ils veulent le meilleur des deux mondes. Donc ça a changé. Moi, ce que je trouve formidable, hein, c'est mon côté optimiste indécrottable, c'est que c'est le moment aussi de repenser et puis de se réinventer, que ce soit au niveau de la posture de manager, de l'organisation du travail, même de l'organisation des rôles et responsabilités. Je veux dire, dans les tâches qu'on peut donner aux uns aux autres, en fonction de qui est au bureau, qui est plus loin, on peut imaginer des refontes un petit peu plus complexe que de réinventer les réunions. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Donc, c'est un moment formidable, alors qui est un peu stressant, mais en effet, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver et ça demande un peu de temps et d'énergie. Donc voilà, moi, c'est ce que La crise, comme bon terrain de jeu, comme opportunité, du coup, pour s'améliorer. Emmanuel ? Mais je dirais que ça a été l'occasion de plusieurs choses et particulièrement des réflexions de fond, cette période-là. Déjà, sous l'impulsion de notre DRH groupe Bénédicte Crété-d'Ambricourt, on a pris le temps entre les DRH des différentes filiales de groupe de se poser et de se dire okay, c'est quoi maintenant les enjeux des prochaines années qui sont révélés par cette crise, et on a pris le temps de réfléchir notamment à remettre au cœur notre raison d'être. Voilà, on a réfléchi effectivement aussi sur le management hybride ou sur d'autres sujets. Donc, c'était un temps propice à cette réflexion de fond. À Mutued, plus particulièrement, on était déjà avant la crise sur une renégociation de notre temps de travail, dont le télétravail. Ça nous a permis de faire une pause et de se dire, OK, le télétravail, on s'est rendu compte au printemps 2020 que en fait, l'entreprise pouvait tourner en 100% télétravail. Donc, on a inversé la question et on s'est dit, pourquoi c'est important pour nous de revenir sur site et de nous retrouver, de ne pas être en télétravail à 100%. Et ça, du coup, cette réflexion a bien sûr impacté notre négociation sur le télétravail. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que finalement, l'impact du lien social au travail, et Clément, Julie, vous en parliez, c'est une réalité. C'est pas seulement, on l'a vécu tous, hein, j'allais dire dans notre chair, c'est peut-être un peu fort, mais ce manque en fait du lien direct, de rencontrer nos collègues, d'avoir ces moments, de sortir un peu des visios et d'avoir des moments informels dont on parlait tout à l'heure. Donc ce lien social, cette importance du lien social, il est incontournable finalement dans notre activité professionnelle. Et l'autre constat, c'est qu'il faut laisser de l'espace pour ces temps informels qui nourrissent le lien social. Il faut laisser de l'espace et du temps. Voilà. Une autre mise en lumière, ça a été celle, mais j'en parlais tout à l'heure, du rôle de soutien et d'accompagnement du manager des collaborateurs, notamment dans le mode hybride dont on parlait au début. Clément, pour terminer, le lien social, ça vous parle aussi ? Complètement. Justement, alors, au côté, toujours, je vais prendre la casquette chercheur et peut-être un peu rabat-joie, mais c'est vrai que on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez, on a peu de recul encore justement sur les conséquences de la crise, du confinement, etc., parce que c'était inattendu, donc il n'y a pas trop de mesures avant-après. Donc il y a des choses qui sont sorties, hein. On a vu des évolutions, on a vu des choses, hein. Mais peut-être qu'il faudra encore attendre un petit peu pour avoir réellement la mesure de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui a pu bouger. Moi, en tout cas, ce que j'en pense et ce qui peut être vu par rapport à la théorie que j'ai pu évoquer sur les besoins notamment, on voit bien que le besoin d'affiliation, ce besoin de relation est important et central. Hein. Vous avez évoqué Emmanuel et Julie. Hein, finalement, quand on va travailler, on travaille avec des gens. En tous les cas, même si on est à distance, on travaille forcément avec des gens. De toute façon, l'être humain est un être social, donc on est forcé d'être en relation. Et c'est peut-être ça qui a le plus manqué pour les salariés qui n'avaient pas l'habitude, ceux qui étaient déjà en partie en télétravail ou aussi ceux qui avaient des contextes de vie différents, mais ceux qui se sont retrouvés d'un coup complètement coupés de tout contact humain classique, on va dire, ça a pu être dur pour eux et on voit bien que c'est ça qui a manqué et c'est par là qu'il faut toujours essayer de motiver les gens et toujours les engager, même dans une configuration hybride, parce que si on regarde dans une enquête aussi faite par Gallup, qui est une entreprise américaine, donc c'est plus sur des salariés américains, ils ont montré quand même que l'engagement des salariés qui étaient en télétravail était plus haut que l'engagement des salariés qui n'étaient pas en télétravail. Et du coup, justement, les hypothèses qu'eux émettent, c'est que grâce à ce mode hybride, mais c'est bien un mode hybride, ce n'est pas un mode totalement télétravail, mais ça peut aussi favoriser l'engagement des gens qui vont être presque plus heureux de retourner au travail, puisqu'ils auront le choix, cette autonomie dont on parlait, de pouvoir faire un peu des deux, sans que ce soit complètement
strict, hein. C'est toujours dans une discussion, vous l'avez évoqué aussi, que ça se construit et que ça se discute, il y a des accords dans les entreprises, mais il faut que ce soit une construction, que les gens soient en accord de venir ou pas venir, parce que si c'est imposé, dans tous les cas, ça sera potentiellement, je dis bien potentiellement, délétère. Ah ouais. Donc l'idée, c'est aussi, comme le disait Julie, de tirer le meilleur voilà, du télétravail et aussi de la vie de bureau pour à la fois booster l'engagement et en effet la qualité de vie au travail. Avant de passer aux questions qui sont déjà nombreuses, donc c'est super, en un mot chacun, est-ce que vous pouvez me donner une bonne pratique? Parce que moi, je suis convaincue aussi qu'on a tous un rôle à jouer. On a beaucoup mis la pression sur les managers, sur les DRH, mais maintenant, moi, en tant que collaborateur salarié, qu'est-ce que je peux faire pour booster aussi l'engagement, la qualité de vie au travail? Si vous aviez allez, une bonne pratique à nous partager en un mot chacun, qui veut se lancer? Alors moi, je peux commencer dans la continuité de cette culture du feedback. On a mis en place un petit rituel qui est emprunté à Frédéric Laloux dans mon équipe lorsqu'on fait le rituel du morning meeting le mardi matin. C'est le rituel du merci. En fait, on fait un tour et les collaborateurs qui veulent dire merci à un autre collègue pour avoir rendu un service, pour avoir donné une information, ou pour d'autres choses, pour un sourire, pour un bonjour. Et c'est un rituel qui est très important parce qu'il met au cœur en fait, de nos échanges de la gratitude et ça renforce nos liens, voilà, et notre attachement. Hein. Clément parlait de liens et d'attachement et c'est très riche. Très bien. Julie? Moi, j'ai un mot, alors c'est rôti. Non pas le rôti du dimanche, mais le retour sur le temps investi dans une réunion. On parlait de feedback tout à l'heure et de feedback inversé. À la fin d'une réunion, posez-vous et posez à vos collaborateurs leurs sentiments sur l'utilité de cette réunion. Donc, avec une main, hein, donc c'était complètement inutile et j'ai perdu mon temps. Et 5, ça m'a apporté et peut-être plus que ce que j'avais. Donc, ça permet aussi, quand on est un petit peu perdu sur à quoi servent nos réunions et à quoi servent ces échanges, d'une manière assez simple, avec sa petite main, de donner du feedback. Après, on peut prendre un temps d'explication, mais j'aime bien ce petit rituel du rôti. Ça coupe un petit peu, puis ça permet d'être en amélioration continue aussi et de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui va pas. Donc, voilà mon mot du jour. Donc, le merci, le rôti et Clément? Alors moi, je vais peut-être être moins pragmatique que ça, puisque une démarche à faire pour moi qui est importante dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est co-construction. C'est d'essayer d'être au maximum. Alors, ça ne veut pas dire de demander à tout le monde l'avis tout le temps, tout le monde, mais dans le maximum de pouvoir co-construire, de fixer des objectifs communs, une adhésion, voilà, qui est une réelle adhésion. Donc, on prend le temps d'échanger pour recueillir et qu'on construire après derrière. Alors, je vais passer sans tarder aux questions. Donc, je vais vous les attribuer de manière complètement arbitraire pour pouvoir en traiter le maximum. Alors, Julie, on nous demande, pourriez-vous nous dire quel est l'outil le plus efficient pour un manager pour être un peu moins descendant? Est-ce qu'il y a des outils particulièrement collaboratifs qui sont chouettes du coup à utiliser? En outils, alors je commencerai par parler de posture peut-être managériale. C'est l'écoute. L'écoute active. Pour être moins descendant, déjà, il faut moins parler. Il faut être plus en posture d'écoute. Et en écoute active, on est aussi sur de la reformalisation, de comprendre qu'est-ce que le collaborateur a dans la tête. Donc, je commencerai par ça. Et ensuite, les outils, chacun les utilise. Moi, je trouve qu'effectivement, les réunions en one-to-one, en individuel, même si on est à distance, ça continue à être très important d'échanger. Parce que quand on a tendance à être en réunion, quand on a un manager, on veut faire avancer son projet, donc on a tendance à peut-être être un peu plus top-down, même si je suis d'accord avec Clément, la co-construction et le côté participatif est super important. Et je dirais que ces réunions un peu individuelles permettent à chaque collaborateur de s'exprimer et donc de participer aussi à l'ensemble. Donc, après, un outil en soi, ça, il y en a plein. Oui, il y a plein d'outils, j'allais dire, pour les réunions ou pour animer. Qui hyper bien. Effectivement, nous, on utilise Teams parce que c'est la suite Microsoft. Je pense que c'est le plus répandu. Et il y a plein de petits plugins à droite à gauche qui permettent de partager des fichiers, d'avoir des to-do list communes, d'avoir un planning commun. Donc, ça, mais ça, c'est au choix un petit peu de l'entreprise aussi.
Ouais, il faut tester aussi pour se rendre compte de ce ce qui convient le mieux à tout le monde. On nous demande concrètement comment on fait pour mesurer le taux d'engagement des salariés et des managers. Comment vous avez fait, vous, Emmanuel? Ça passe par un questionnaire annuel? C'est un questionnaire annuel, mais le taux d'engagement, il est constitué de plusieurs questions dans le questionnaire. Alors là, vous me prenez un peu à froid, donc je n'ai plus les questions en tête, je l'avoue, mais je pourrais tout à fait les partager, les questions qui constituent l'indice d'engagement qui est proposé dans le baromètre groupe. Clément, du coup, pour Ouais. éclairer un petit peu ces questions. Voilà. Il y a plusieurs outils qui ont été créés. Et si on reprend vraiment les outils d'origine scientifique et de la recherche un peu fondamentale, on va dire, il y a des outils scientifiques sur réellement la mesure de l'engagement au travail, ce que j'évoquais moi sur les 3 dimensions, l'énergie, l'absorption et le dévouement mis dans les actions qu'on mène au travail, enfin, dans son travail en termes général. Ça existe. Après, parfois, il faut peut-être aussi l'adapter au milieu du travail à l'entreprise spécifique parce que c'est des outils génériques et c'est utilisé dans des démarches très scientifiques. Mais en tout cas, il y a des outils qui existent, scientifiquement validés, carrés et précis. Voilà. Après, ça recherché. Là, c'est l'échelle d'Utrecht, exactement. C'est de la ville d'Utrecht, de l'université d'Utrecht. Très bien, comme ça vous avez toutes les infos pour aller plus loin. Julie, il y a Isabelle qui nous dit, le nouveau manager doit-il endosser de plus en plus de rôles? Parce qu'on a un peu l'image du manager chef de projet, mais là on a l'impression qu'on lui a mis plein de casquettes en plus sur la tête. Alors oui et non, mais je pense que quand Emmanuel tout à l'heure parlait de manager coach, effectivement, ça c'est le rôle faut apprendre à lâcher prise. On passe d'une culture d'un manager hyper contrôlant parce que il est dans une maîtrise technique de ce que réalise son équipe. Or, il n'est pas là pour ça. C'est là où la délégation et l'autonomisation sont quand même primordiales. Il est là pour accompagner et faire en sorte que les conditions et les objectifs qui ont été fixés à son équipe arrivent à échéance et que les livrables soient produits. Il n'est pas là pour savoir comment ça se passe et concrètement, techniquement, comment tu as fait, parce que j'aurais fait mieux que toi, mais plutôt à accompagner. Donc moi, je dirais qu'il faut aussi accepter de se retirer des casquettes, de lâcher prise et de dire « j'aurais pas fait comme ça, mais c'est très bien ». Et c'est pas plus mal. Et j'aime à dire, alors ces derniers mois, c'est celui qui fait qui a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas derrière, mais il faut aussi donner la chance et faire confiance. Donc, encore une fois, je reboucle ma boucle. Emmanuel, on nous demande, on a le témoignage de Christelle qui nous dit qu'elle est dans le secteur social et elle nous demande comment engager et fidéliser les collaborateurs dans un milieu concurrentiel. Donc, c'est aussi le cas, j'imagine, pour Mutued qui a beaucoup de besoins de recrutement. Comment on fait pour faire la différence? Oui, c'est vrai que je pense que la tension du recrutement, elle est présente partout en ce moment et nous, on est particulièrement impactés on a beaucoup de postes à pourvoir en ce moment sur lesquels on a un petit peu moins de facilité qu'auparavant. Moi, je parlerai d'authenticité, encore une fois, par rapport à ses valeurs, hein, voilà, et se raccrocher à sa raison d'être, la faire connaître, à ses valeurs, alors les valeurs décrétées, mais surtout les valeurs qui ont émergé naturellement au cours de l'histoire de l'entreprise. Mutued, c'est la convivialité et la solidarité, en plus bien sûr du professionnalisme, mais il y a cette culture de la convivialité et de la solidarité. Bon, bien sûr, on met en avant aussi les multiples avantages sociaux qu'on a, mais je pense que ce n'est pas forcément ça qui fait la différence. C'est ce qu'on donne à voir en termes de dynamique, et à commencer par de dynamique relationnelle. C'est qu'est-ce que vous allez vivre en fait chez nous. Oui. Voilà, et c'est complexe hein, parce qu'aujourd'hui, on est maintenant dans la communication de recrutement qui est très aboutie, hein, avec du marketing RH qui s'est beaucoup développé. Donc, il faut être au courant de ce que font nos concurrents justement en termes de communication, d'être innovant, de se tenir au courant des différentes plateformes. Voilà, donc je dirais c'est toujours avoir l'esprit ouvert et se réinventer sans cesse. C'était moi, j'ai assisté à une conférence avec le patron de Blue Search, qui est un cabinet de chasse, qui disait avant les profils, alors il parlait des profils digitaux, hein, me parlait de RTT, mais maintenant il me parle de TT. Donc il y a aussi cette notion-là. Je trouvais ça assez marrant de se dire, l'intérêt à changer, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt rassurant qu'on parle des conditions de travail plutôt que de la partie purement matérielle. Oui, tout à fait. Alors, on a des questions. Oui, Clément. Ajouter un point à ce niveau-là, justement, sur le recrutement et sur ces démarches-là, il faut se dire aussi que l'engagement et l'implication et le lien qu'on fait avec son entreprise commencent dès le recrutement, dès l'entretien de recrutement, et que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, notamment chez les RH, parce que finalement,
on choisit un candidat, mais le candidat choisit aussi l'entreprise. Et du coup, ça a été aussi montré dans les études qu'il faut être honnête, être clair, précis aussi pour ne pas cacher les choses, parce que sinon, ça risque juste de ne pas bien se passer ou pas bien se faire après. Et un recrutement qui échoue au bout de 2 semaines, ça coûte plus cher que juste d'être honnête, en fait. Donc, il faut y penser dès le début du recrutement, en fait. Ça commence à être engageant à ce moment-là. Oui, tout à fait. On a une question, alors là je vous la pose à tous les trois qui veut répondre. Dans une situation conflictuelle, voire en hyper-conflit, comment est-ce que le manager peut réengager l'engagement de son équipe? Et on nous précise quand il est potentiellement un peu responsable de la situation et des tensions, en tout cas co-responsable. Donc, du coup, quand il y a des tensions, des conflits dans une équipe, comment on peut peut-être relancer la dynamique de manière un peu plus positive? C'est une question très complexe et je pense que c'est difficile d'y répondre d'une manière générale parce que ça va dépendre à chaque fois du contexte. Mais moi, il y a une chose en laquelle je crois, mais ce n'est pas de la croyance, ça se vérifie et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est libérer la parole. Voilà. Et il y a un moment où il faut mettre les gens autour de la table. Moi, j'ai fait former mon équipe notamment à des techniques de médiation pour pouvoir aider justement les personnes à se parler et ne pas avoir peur aussi en entreprise à faire émerger parfois des émotions, à accepter que l'autre puisse exprimer des émotions. Voilà, et se dire les choses et parfois jusqu'au bout et à partir de ça essayer de reconstruire autre chose. Voilà, moi c'est le mieux que je puisse dire là. C'est déjà bien pour repartir. Ouais, Je complète d'accord avec ça. et même au niveau des conflits en règle générale, là, dans un cas, plus il y a l'engagement, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à un tiers qui va être un tiers bienveillant, bien sûr, pas un tiers en partie, mais pour justement avoir cette discussion plus saine et encore plus constructive. Oui, très bien. Et toujours avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire d'éviter d'accuser une personne ou une autre, mais de poser aussi le principe de co-responsabilité dans un conflit. C'est la communication non violente. Exactement. On aime bien quand on commence effectivement des ateliers avec des équipes qui sont un peu tendues. On fait des animations d'ateliers qu'on appelle Crash Tavalda, un peu fun, un peu pour que ça sorte d'une manière un petit peu détournée. Donc, il y a aussi des moyens, effectivement, au-delà de commencer à parler directement du sujet, d'évacuer un peu sur un mode un petit peu plus animé, fun. Ça, c'est d'autres techniques. Oui, qui peuvent aider aussi à libérer la parole, en effet. Emmanuel, on nous demande, lors du feedback inversé, est-ce que les collaborateurs osent vraiment s'exprimer en toute liberté? Est-ce qu'ils ne se sentent pas jugés aussi un peu à leur tour? Alors, encore une fois, c'est une action de long terme. Voilà, nous, on a commencé à le mettre en place cette année, avec en plus encore un petit peu de confinement. Donc, on l'a décidé cette année, mais ça se fait pas. C'est pas une injonction en fait qui peut fonctionner dès le premier exercice. Mais voilà, nous, on pose, je dirais, l'espoir ou l'ambition qu'au fur et à mesure, ça s'inscrira dans la culture du dialogue et que petit. Ah, Emmanuel, on ne t'entend plus, ça va revenir, c'est pas grave. Donc, je vais en profiter. Alors, Emmanuel, le temps que vous reveniez, on va prendre une autre question. J'avais une autre question. Alors, Julie ou Clément, quand on est dans une structure multisite, plutôt dispatchée sur plusieurs sites, alors on nous parle de 700 personnes réparties un peu partout en France, comment on peut appliquer ces conseils? Est-ce que ça change des choses concrètement, le fait de ne pas être tous dans le même bureau au quotidien? Ça change. Déjà, si on est en multisite depuis un certain nombre d'années, je pense qu'on commence à avoir des habitudes. C'est la même chose. Un manager qui a des personnes sur des sites différents, il doit avoir un contact individuel avec. Il doit pouvoir aussi les rencontrer physiquement. Alors, on limite au maximum les déplacements, mais quelque part, je pense que c'est à peu près les mêmes attendus. Il faut donner le même cadre, les mêmes outils, et c'est encore plus important de s'aligner quand les gens géographiquement ne se voient pas, voire quand ils sont sur des fuseaux horaires différents. Là, je parlais d'asynchrone tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être effectivement en salle de réunion pour gérer des choses. Il y a des outils qui permettent d'envoyer des documents avant les réunions, de travailler tous en même temps sur un même doc à des heures différentes. Donc, il y a aussi des façons, sans forcément être en physique, qu'on soit derrière un écran ou dans la même salle, pour travailler ensemble sur du multisite ou sur même du multi-pays.
Oui, tout à fait. Nathan peut vous mettre dans le chat. On a écrit un article sur la qualité de vie au travail en multisite sur My Happy Job il y a peu de temps. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous trouverez plein de bons conseils et de retours justement d'entreprises qui sont elles aussi réparties un peu partout en France. On nous demande pour terminer, ce sera la dernière question qu'on aura le temps de traiter. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour l'accueil et l'intégration? Quand du coup on arrive dans une entreprise, comment peut-être prendre soin des nouveaux arrivants? Quels seraient vos retours? Alors, moi, je ne sais pas si dans les participants, on a Sophie chez nous qui est notre campus manager. On parlait tout à l'heure du parcours du candidat. La personne, déjà, avant d'arriver, elle a un mail de bienvenue. Elle a son petit welcome pack qui lui explique. Elle a sa petite gourde parce qu'on essaye d'être un peu zéro déchet aussi. Et on organise des rendez-vous et en tout cas, il y a des journées de briefing. Et au fur et à mesure, voilà, ça c'est à notre niveau de cabinet. Évidemment, le parcours d'accueil et l'onboarding, qu'il soit culturel, fonctionnel. Chez certains de nos clients, ils organisent ce qui s'appelle des FIT, c'est-à-dire je vais rencontrer 30 personnes sur 3 mois parce que c'est important de connaître et de savoir ce que fait l'autre service pour être bien intégré. Et évidemment, alors ça, c'est pas toujours évident, mais les moments de passation avec la personne qui est avant, garder l'historique, avoir le réseau, découvrir un réseau bien rangé, bien ordonné, ça permet quand même de s'intégrer beaucoup plus facilement de façon. Alors, je suis très, très pragmatique, hein, mais en général, c'est ce qu'on voit. Hein, quand l'historique n'est pas là et qu'il n'y a pas de passation, la mise à l'eau, elle est un peu violente. Et donc, il y a un accompagnement et les RH le font très bien et les managers doivent bien surveiller ça aussi. Ouais. Très bien. Je vois que dans le chat, il y a des gens qui partagent des bonnes pratiques. Exactement. Il y a Guy qui nous dit une bonne pratique que je peux partager pour intégrer une personne, c'est de nommer une personne déjà dans l'organisation comme personne référente. C'est un petit peu le parrain ou la marraine, le tuteur, la tutrice. Et du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir pas forcément quelqu'un de l'équipe en plus, ça peut aller dans d'autres services. Et ça peut aussi du coup permettre de s'intégrer correctement. Emmanuel, vous revoilà, tout va bien. Hop, on va pouvoir conclure ensemble, c'est très bien. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter, Emmanuel, sur le feedback? Enfin, je ne sais pas si on vous entend. Alors, on vous voit, mais je ne crois pas qu'on vous entende. Non. Ben, on va finir comme ça, c'est pas grave, mais au moins vous êtes à l'image, c'est déjà bien. Merci à tous les trois, c'était un vrai plaisir de vous avoir, ça a été très riche, donc n'hésitez pas à aller sur les différents liens que Nathan vous a mis dans le chat et je vous les repartagerai du coup en dessous du replay YouTube. Vous recevrez aussi tous les liens par mail, donc merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter de My Happy Job, on l'envoie tous les mardis matins. Donc l'idée, on vous tiendra aussi au courant de nos prochains webinaires et on en a notamment un la semaine prochaine sur le sens au travail et un autre, Clément, on se retrouvera une petite souris m'a dit à la fin du mois pour parler du bore-out. Donc avec plaisir pour ces prochains rendez-vous. Merci à tous les trois. Merci Fabienne. Très bonne journée Merci et à bientôt. Bonne Et au journée. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.